Alors, George Sand, George Sand. Alors, déjà, je me rappelle de mes critères. George Sand, le style d'écriture. Putain, George Sand, je crois que j'ai jamais rien lu de hors théorie d'elle. Genre, je pense que j'ai jamais lu un roman d'elle. Alors, extrait et passage de Histoire de ma vie. Ah, je vous avoue, quand un livre commence par Histoire de ma vie, je suis rarement, je suis rarement emballé, quoi. C'est rare que les gens ils aient des vies de fous furieux au point que j'ai envie de lire leur histoire. Genre je sens... Attends mais... Ah non mais c'est pas elle. Attends, elle est de quelle année? J'étais en mode... Est-ce qu'elle était encore en vie quand il y avait de l'image en couleur? Genre je sens... Genre je sens... On va voir un peu ses dates. 1804? Non, ok, c'est pas elle. Ça, c'est pas elle qui est dans cette émission YouTube. Alors, histoire de ma vie. Mais elle a fait que histoire de ma vie ou comment ça se passe là On va aller voir dans sa bibliographie. Correspondance, agenda, études, ouvrages généraux. Ah mais ça c'est la bibliographie, je suis bête. C'est pas ça que je cherche. Je cherche ce que elle a écrit. Euh... L'œuvre littéraire, voilà. Alors, il n'y a pas une liste de toutes ses œuvres littéraires? 4 périodes sont à distinguer. Elle écrit des œuvres romantiques, des revendications féministes. Vous pouvez pas mettre... Ah, la liste des œuvres. Ok. Alors, les listes des œuvres est présentée comme une bibliothèque numérique avec des liens permettant de lire en ligne et de télécharger la quasi-totalité des œuvres de George Sand. Mais quel banger absolu. Elle commence avec un bon point, George Sand. Ah, et en plus, c'est précisé entre parenthèses si c'est un récit de voyage, si c'est une nouvelle et tout. Oh, mais incroyable, incroyable cette page Wikipédia. Il y a écrit avec des liens permettant de lire en ligne et de télécharger la totalité. Quasi-totalité, mais il n'y a pas énormément de liens. C'est-à-dire là, il y a un lien, là, il y a un lien, là, il y a 0 lien. Ah si, il y a un lien en ligne là. Ok. Prenons un truc au pif dans ses romans. Genre... Putain, elle a écrit pas mal de légendes. C'est fou, elle a écrit autant de choses et j'ai rien lu d'elle, quoi. On va lire Valentine. Allez, au pif. Non mais il y a un giga fan de George Sand qui a vraiment été le GOAT. Hein. Valentine est le second roman que j'ai publié et qui a eu un succès littéraire auquel j'étais loin de m'attendre. Ok. Donc on est quand même en début de carrière. On va prendre un moment au pif. Ce qui est un peu injuste parce que souvent quand on cherche des extraits c'est des beaux moments et là ça va juste être un moment au pif. On va prendre le début. Allez, on va la juger sur un incipit. Ah, je sens que l'incipit va pas être en sa faveur. Je sens que c'est une description pas passionnante, quoi. La partie du sud-est du Berry renferme quelques lieux d'un pays singulièrement pittoresque. La grande route qui le traverse dans la direction de Paris à Clermont étant bordée des terres les plus habitées, il est difficile aux voyageurs de soupçonner la beauté des sites qui l'avoisinent. Mais à celui qui, cherchant l'ombre et le silence, s'enfoncerait dans un de ces chemins tortueux et encaissés qui débouchent sur la route à chaque instant, bientôt se révéleraient de frais et calmes paysages, des prairies d'un vert tendre, des ruisseaux mélancoliques, des massifs d'aunes et des frênes, toute une nature suave et pastorale. En vain chercherait-il dans un rayon de plusieurs lieues une maison d'ardoises et de moellons. À peine une mince fumée bleue venant à trembloter derrière le feuillage lui annoncerait le voisinage d'un toit de chaume. Et s'il se... Attendez. Et s'il apercevait derrière les noyers de la colline la flèche d'une petite église au bout de quelques pas, il découvrirait un campanile de tuiles rongées par la mousse, 12 maisonnettes éparses entourées de leurs vergers et de leurs chenevières. Un ruisseau, avec son pont formé de 3 soliveaux, un cimetière d'un arpent carré fermé par une haie vive, 14 mots en quiconque, et une tour ruinée. C'est ce qu'on appelle un bourg dans le pays.
En vrai, ça va. Pour une description et un incipit, je m'attendais vraiment à pire et c'est assez ok. Bon, on va quand même lire les extraits qui ont été sélectionnés parce que voilà. Pour être honnête avec elle, je me demande si je tape George Sand et que je mets citation par exemple. Je travaille la nuit, je monte à cheval le jour, je joue au billard le soir, je dors le matin. La vie de rêve. La vie est un roman que chacun porte en soi, passé à venir. Il faut juger les sentiments par les actes plus que par les paroles. Putain, c'est... C'est pas nul, mais c'est juste que on dirait une citation qu'on verrait sur une page Facebook à base de... Si il ne te traite pas comme une princesse, quitte-le, et il faut juger les sentiments par les actes. Non, nous n'avons plus affaire à la mort mais à la vie. Nous ne croyons plus ni au néant de la tombe ni au salut acheté par un renoncement forcé. Nous voulons que la vie soit bonne parce que nous voulons qu'elle soit féconde. Personne ne fait une révolution à soi tout seul. Bien raison. J'ai bien vu, j'ai bien senti le beau dans le simple, mais voir et peindre sont deux. En vrai, ça va. J'aimerais bien un extrait plus long, mais qui ne vienne pas de Histoire de ma vie. Mais j'ai l'impression que c'est un peu impossible. Bon, on va se faire spoil l'histoire de sa vie. J'avais résolu à m'abstenir de la vie. À mon rêve de couvent avait succédé un rêve de claustration libre, de solitude champêtre. Il me semblait que j'avais le cœur mort avant d'avoir vécu, et qu'ayant si bien découvert par les yeux de Rousseau, de La Bruyère, de Molière même, dont le misanthrope était devenu mon code, par les yeux enfin de tous ceux qui ont vécu, senti, pensé et écrit la perversité et la sottise des hommes. Je ne pourrais jamais en aimer un seul avec enthousiasme, à moins qu'il ne fût comme moi, une espèce de sauvage en rupture de ban avec cette société fausse et ce monde fourvoyé. Ou à moins que ce soit une femme, par exemple. Ok. Bon, en style d'écriture, on va dire que ça se tient. C'est pas genre Montesquieu qui faisait des phrases à rallonge pour dire rien. Ça dit des choses, c'est intéressant. Globalement, on se fait pas chier quand on lit, on comprend ce qu'on lit. On part sur une bonne base. Allez. La vie de George Sand. Et du coup, j'avais bien raison, elle était tellement plus ancienne que les gens que j'ai fait la dernière fois. Mais elle avait l'air si jeune sur sa photo. Alors, c'est le nom de plume d'Aurore Dupin. Alors ça, je savais que c'était pas son vrai nom, mais je n'avais aucune idée de son vrai nom. Romancière, dramaturge, épistolaire, critique littéraire, journaliste et peintre français. Putain, mais c'est vraiment quand on lit ce genre d'article qu'on se rend compte qu'à l'époque, les artistes, ils faisaient absolument tout, alors qu'aujourd'hui, c'est genre... t'as un taf et c'est tout. Elle compte parmi les écrivains les plus prolifiques, avec plus de 70 romans et 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, de contes et des pièces de théâtre et des textes politiques. À l'image de son arrière-grand-mère Louise Dupin qu'elle admire, George Sand prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés d'une société conservatrice. Pour l'instant, ça commence plutôt grotesque. Elle a fait scandale par sa vie amoureuse, agitée par sa tenue vestimentaire masculine dont elle a lancé la mode, par son pseudonyme masculin qu'elle adopte dès 1829 et dont elle lance aussi la mode. Après elle, Marie d'Alcoux signe ses écrits, Daniel Stern, Delphine de Girardin prend en 1843 le nom de plume, vicomte de Charles de Launay. C'était une... comment on dit, une lanceuse de mode, mais il y a un mot qui est mieux que ça, mais je l'ai pas. Malgré la misogynie de nombreux détracteurs comme Charles Baudelaire ou Jules Barbé d'Aurevilly, bon alors je sais pas c'est qui Jules, mais Charles, tu descends. Il est où Charles? Je crois qu'il est pas très haut, cela dit. Je crois qu'il est là. Ah, bon. Manifestement, j'avais déjà décidé que... qu'il était pas ouf. J'avais senti venir le truc. Alors, George Sand contribue activement à la vie intellectuelle de son époque, accueillant au domaine de Nohant, des personnalités différentes, aussi différentes que Liszt, Chopin, Marie d'Algo, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Delacroix, Henri Chaput. Conseillant les uns, encourageant les autres. Elle a entretenu une importante correspondance avec Victor Hugo, bien que ces deux grandes personnalités ne se soient jamais rencontrées. C'est fou. C'est comme s'ils ils étaient amis en ligne, quoi. Ils s'étaient rencontrés sur internet et ils s'étaient jamais rencontrés.
Alors qu'ils habitent dans le même pays, ce qui est un peu abusé, mais bon. Elle s'est aussi illustrée par un engagement politique à partir de 48, participant au lancement de 3 journaux, La Cause du Peuple, Le Bulletin de la République, L'Éclaireur, plaidant auprès de Napoléon III la cause des condamnés, notamment celle de Victor Hugo dont elle admirait l'œuvre et dont elle a tenté d'obtenir la grâce, après avoir éclipsé Notre-Dame avec Indiana, son premier roman. Mais jusqu'à présent, c'est un estière, George Sand. Son œuvre est abondante et la campagne du Berry lui sert souvent de cadre. Ses premiers romans bousculent les conventions sociales et magnifient la révolte des femmes en exposant les sentiments de ses contemporains. Chose exceptionnelle à l'époque, pardon, et qui divisa aussi bien l'opinion publique que l'élite littéraire. Ok. Elle a apporté d'autres genres comme l'autobiographie dans Histoire de ma vie et le roman historique où elle brosse, à travers les figures d'une cantatrice italienne, le paysage artistique européen. Vers la fin de sa vie, elle écrit une abondante œuvre théâtrale restée largement inédite de son vivant. Je suis un peu saoulé que l'œuvre qui a l'air d'avoir un peu tenu la distance, c'est Histoire de ma vie qui est son autobiographie, alors que c'était vraiment pas une meuf qui avait l'air d'être dans l'autobiographie, quoi. Elle a vraiment écrit là les romans. Maintenant je suis un peu en mode il va falloir que je lise Indiana et tout ça. Déjà de voir que Indiana avait passé Notre-Dame de Paris et que j'en ai jamais entendu parler, ça veut dire qu'il y a un problème dans la manière dont on accourt. Et il faudrait vraiment que je lise le bouquin que j'ai qui parle... J'ai acheté un bouquin récemment qui parle de comment les femmes sont effacées dans la littérature. Et je pense que son cas sera intéressant. Après, j'avais déjà lu un peu la même chose sur le cinéma et c'est un peu le truc de... comme c'est que des mecs qui s'occupent de faire des rétrospectives et tout ça, ils sont en mode on va faire des trucs que de mecs. On va prendre que des mecs et globalement petit à petit les femmes sont effacées mais en fait a posteriori quoi, genre elles ont beau être giga connues de leur vivant, genre dès qu'elles meurent c'est genre allez hop là, ça n'a pas existé. Alors, enfance. Nanana. Elle est l'arrière-petite-fille du maréchal de France. Nous voilà. Elle a pour grand-père Delaborde, un parisien d'abord maître pommier. Ça veut dire quoi maître pommier? Le jeu de pommes. Professeur de tennis. Ok, donc elle a pour grand-père un professeur de tennis, puis qui ensuite a acheté un billard, puis ensuite il s'est occupé d'oiseaux. Elle a donc une double ascendance populaire et aristocratique qui la marque profondément. C'est ce que j'allais dire, donc du coup c'est un peu les deux. Deux origines sociales diamétralement opposées qui expliquent la personnalité d'Aurore Dupin et son engagement politique à venir. On n'est pas seulement l'enfant de son père, on est aussi un peu, je crois, celui de sa mère. Il me semble même qu'on l'est davantage et que nous tenons aux entrailles qui nous ont portés de la façon la plus immédiate, la plus puissante, la plus sacrée. Alors si mon père était le petit-fils, l'arrière-petit-fils d'Auguste de Roi de Pologne, ici de ce côté, je me trouve d'une manière illégitime mais fort réelle, proche parente de Charles X et Louis XVIII, il n'en est pas moins vrai que je tiens au peuple par le sang d'une manière tout aussi intime et directe. De plus, il n'y a point de bâtardise de ce côté-là. J'allais dire, oui, on n'est pas l'enfant que de son père, ça me paraît évident, mais j'oubliais qu'à l'époque, c'était genre, il fallait être reconnu, quoi. Son père est incorporé dans l'armée révolutionnaire. Ok, il fait toutes les guerres. C'est normal si c'est un aristo. Bref, la rencontre de ses parents, on s'en fout un peu. Tac, tac, tac. Okay. Là, pour l'instant, c'est la vie de ses parents, donc j'avoue, je suis un peu en mode Osef tiers. À moins qu'il y ait un truc genre sa mère a tué son père ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas l'impression que c'est la vague. Elle retourne dans l'Indre, donc... Ok. Aurore Dupin découvre pour la première fois le château de Nohant. Encore? Ah, j'ai manqué un petit truc. Et l'état de sa femme enceinte, Victoire Dupin entreprend de rejoindre avec sa fille Aurore. Donc en fait, d'abord, elle vit, je ne sais pas trop, rue de la Grange Batelière, donc à Paris. Ensuite, elle va vivre en Espagne, parce qu'il y a son père qui est envoyé là-bas, dans le palais de Godoy. Et ensuite, elle a un frère qui est aveugle. Et ensuite, ils vont revivre chez sa grand-mère. Et là, il y a son Maurice Dupin, je suppose, qui est son père,
qui meurt d'une chute de cheval. Vraiment, mourir d'une chute de cheval, c'est un peu l'équivalent de mourir d'un accident de voiture aujourd'hui, quoi. C'est fou. Ok, donc adolescence à Nohant. Où est Nohant? Commune française située dans le département de l'Indre, dans le centre Val-de-Loire. Regardez la carte de France. Ah oui. Ne serait-ce pas un peu la diagonale du vide? Je me souviens plus si elle est dans ce sens-là ou comme ça. Dans mon souvenir, elle est comme ça, là. Pfiou. En tout cas, elle est par là. Là, j'ai bien l'impression qu'on est dans la diagonale du vide. Ok. Donc, elle y grandit avec sa mère et sa grand-mère, tiraillée entre les deux femmes tant affectivement que éducativement. Sa grand-mère souhaite la prendre en charge, mais sa mère hésite à lui laisser, souhaitant d'un côté vivre avec ses deux filles. Ah, elle a une fille d'un premier mariage. Mais doutant d'un autre de sa capacité financière à leur offrir l'équivalent. Aurore Dupin est déchirée notamment à l'idée de se séparer de sa mère. Ok. Mais sa grand-mère, ça a l'air d'être un peu la goutte qui lui a appris à être féministe. Du coup, je suppose, je call, elle va aller avec sa grand-mère. Un compromis est trouvé, l'engagement est pris. Nana. Marie-Aurore de Saxe a la responsabilité de l'éducation d'Aurore Dupin qui passera la majeure partie de l'année à Nohant, sa mère pouvant s'y rendre l'été. Très bien, donc elle est avec sa grand-mère. L'hiver, la grand-mère vient passer la mauvaise saison à Paris, pas loin de sa mère, et du coup, en échange de ça, la grand-mère verse une pension à sa belle-fille. C'est fou, ce genre d'arrangement où c'est genre, bon allez, je te prends ton gosse et en échange, je te paye. C'est très étrange. Malgré un droit de visite, la mère n'a pas la permission d'emmener sa fille chez elle, et ça c'est fou. Et sa demi-sœur n'a pas le droit de l'approcher non plus. Très bien. Donc sa demi-sœur c'est Caroline, qui va quand même voir Marie-Aurore malgré l'interdiction. Elle est chassée sans ménagement par la maîtresse de maison. Aurore est traumatisée par cette injustice et en tombe malade. Ah oui, de fou. Prise de remords, sa grand-mère décide d'emmener elle-même sa petite fille une fois rétablie chez Victoire. Au moment du retour à Nohant, Marie-Aurore propose à Victoire de les accompagner pour ne pas perturber davantage sa fille. Victoire étant sa mère. Je déteste quand on met les prénoms. Je suis pas venu ici pour retenir des prénoms. Ok, donc elle restera toute sa vie attachée à Nohant, très bien. Nana. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Oui. La santé de sa grand-mère décline. Conscient que son temps lui est compté, elle veut marier sa petite fille au plus tôt et la faire unique héritière tant de ses biens que de ses terres et du domaine de Nohant. Ok. Un projet de mariage est envisagé avec l'un des cousins d'Aurore, Auguste Vallée de Villeneuve, veuf depuis 1812 de Laure Ségur et propriétaire. Mais il est âgé de 42 ans alors que sa promise n'a que 16 ans. Est-ce que ça va vraiment les déranger? Et on sait pas si le mariage est allé au bout? Y a pas la réponse? Non, d'accord. Lui fait découvrir plein de cultures, tout ça. Ses ultimes paroles sont pour sa petite fille, tu perds ta meilleure amie. Ok. Au lendemain de l'enterrement de sa grand-mère, la mère d'Aurore arrive à Nohant afin de prendre connaissance des dernières volontés de la défunte, ok. Possesseur du château de Chenonceau. Ah oui d'accord, c'était pas une petite famille. Est désigné pour être le tuteur d'Aurore Dupin. Mineur et seul légataire à la mort de sa grand-mère, la lecture du testament provoque une violente colère de la mère d'Aurore Dupin. Toute la rancœur accumulée pendant des années se déchaîne brutalement à l'encontre de sa belle-mère. Elle exige que sa fille vienne vivre avec elle à Paris et c'est la rupture avec la famille paternelle. Ok. Bah j'allais dire ça me paraît un peu normal qu'elle va vivre avec sa mère maintenant mais bon. Ok, bon. Grosso modo, elle est partagée entre une famille de riches et une famille de pas riches. Bon, elle se marie. Est-ce qu'il y a une chose intéressante dans ce mariage? Alors, les relations entre la mère et la fille deviennent conflictuelles. Victoire confie Aurore à des amis qui vivent avec leurs 5 filles dans le château de Plessis-Picard. Putain, mais ils ont tous des châteaux, au secours. Elle reste plusieurs mois dans cette famille où règne une excellente ambiance et y rencontre François Casimir Dudevant, avocat à la cour royale, qu'elle épouse à Paris le 17 septembre. Pas d'année? Ah, 1822.
1822, elle est née en 1804, 1822, 22 ans. Non. 20 ans. Non. Attends, je suis nul. 1804, 1822, 18 ans. Bon, c'est un peu mieux que 16 ans, mais c'est pas insane non plus. Au moins, ce n'est plus une enfant. On va dire. Non. Ok. Pour Aurore Dupin, donc George Sand, le mariage est l'occasion de gagner sa liberté, mais c'est oublier que les femmes mariées sont à cette époque traitées en mineurs de leur mari. Ah, le fun. Aurore Dupin va vite comprendre qu'elle reste enfermée dans sa condition de vassale et que Casimir, comme ses nombreux prétendants, ne voit en elle que la riche héritière. Oh, le coup dur. Première liaison et premier voyage. Ah, c'est le moment où elle va devenir la goth. Ok, donc elle donne un fils. Casimir la gifle en public pour un motif futile. Les premières fêlures du couple apparaissent et Aurore Dupin se rend compte que tout la sépare de son époux. Grossier, peu cultivé, à l'éducation si dissemblable, dans les goûts divers totalement des siens. Le hasard d'une rencontre en juillet 1825 lors d'un voyage avec Casimir à Cauterets dans les Pyrénées permet à la jeune femme de renaître. Elle fait la connaissance d'Aurélien de Sèze, avocat de talent. Mais l'autre aussi, il est avocat. Mais genre, lui, il est avocat de talent. Et neveu du défenseur de Louis XVI. Séduisant, intelligent, Aurélien a conquis le cœur d'Aurore Dupin, le temps d'une courte histoire d'amour passionnée et platonique. Oh, c'est-à-dire on se fait chier maintenant. Ils échangent une importante correspondance, mais leurs rencontres sont rares, et Aurore Dupin vient de retrouver un ami de jeunesse. Un ami de jeunesse? Genre, est-ce que c'est lui son ami de jeunesse? Ou est-ce que c'est Stéphane Ajasson de Grand-Sagne, avec qui elle noue une liaison? La rumeur publique rattrape les amants et compromet l'équilibre précaire des époux du devant. Mais il n'y a pas d'équilibre. Ils se détestent. Il la bat en public. Elle met au monde une fille dont la paternité est empreinte d'incertitude du fait de la fréquentation d'Aurore Dupin avec Stéphane Ajasson de Grand-Sagne. Non mais par contre, faut arrêter. Ils sont des noms trop longs. De son côté, Casimir se met à boire, devient odieux et entretient des relations avec les servantes. Et ben voilà, un couple tout à fait heureux. La situation se dégrade, les époux font chambre à part. Aurore veut son indépendance, elle veut travailler et gérer ses propres biens. Mais comment ose-t-elle, cette folle? Elle vient de découvrir le testament de son mari qui se résume à des critiques venimeuses et des rancunes envers sa femme. Leur séparation est inévitable. Imagine. Ah, c'est le coup dur. Tu trouves le testament de ton mari et genre il y a écrit « Maintenant que je suis mort, je peux dire que ma femme, c'était qu'une sale... » Insérez un truc de votre choix. Le divorce n'existe pas à cette époque. Mais du coup, il y a une séparation, ok, qui est prononcée par le tribunal de charge en faveur de l'épouse. Ok. Face à la grande fermeté de son épouse, son mari s'incline, il veut pas perdre l'usufruit des possessions d'Aurore Dupuis et décide de vivre entre Paris et Nantes. Ok. Bref, au début, les gosses ils restent avec son père et ensuite ça change. Le demi-frère d'Aurore Dupin, Hippolyte Châtiron, semble avoir joué un rôle dans le conflit qui oppose sa sœur et son beau-frère, Casimir Dudevant, dont il partage le penchant pour les boissons et les fêtes. Ok. Il n'a pas aidé, dirons-nous. Naissance et jeunesse de George Sand. Ah, j'allais dire, mais attends, ça c'était pas elle? Si, mais genre George Sand par Aurore Dupré. Alors, les journées dites des Trois Glorieuses, les insurrections parisiennes qui renversent les Bourbons. L'engagement politique d'Aurore Dupin et sa prise de conscience débutent véritablement à cette période, donc on est en 1830, juillet. Jusqu'alors, elle ne s'intéresse guère à la politique, sa sensibilité est même bonapartiste. Ah, le coup dur, c'est un peu un Victor Hugo-like, elle a fait un redemption arc, en raison du souvenir de la carrière militaire de son père. Elle s'est opposée au candidat royaliste lors des élections sociétaires en soutenant activement le candidat républicain. En 1830, Aurore Dupin rencontre le romancier Jules Sandeau, une rencontre qui marque la jeune Aurore et qui va influer sur sa destinée. Elle quitte Nantes pour rejoindre Paris, une petite société de berrichons férus de littérature romantique et qu'elle fréquente déjà dans l'Indre. Dans ce Paris en 1831, en pleine effervescence romantique après la Révolution de Juillet où les jeunes artistes et poètes du quartier latin portent des costumes extravagants, Aurore Dupin mène une vie de bohème avec ses compagnons, allant dans les théâtres, les musées, les bibliothèques, ayant obtenu de la préfecture de police de l'Indre une permission de travestissement.
Permission de travestissement. Qu'est-ce que... Est un document rendu obligatoire autorisant les femmes à s'habiller en hommes. Cette ordonnance a été reconnue comme implicitement abrogée en janvier 2013. Putain, c'est fou. Une permission de travestissement. Genre, tu vas là, au commissariat dire bonjour, excusez-moi, j'aimerais m'habiller dans des habits qui ne sont pas de mon genre de naissance. Tenez, vous avez une autorisation de le faire et sinon vous êtes arrêté. Et c'est genre quoi, si t'es une femme habillée en homme et qu'on t'arrête, tu dois montrer tes papiers? Une ordonnance visant à mettre un terme à l'usurpation de l'identité masculine par les femmes avec l'intention coupable d'abuser de son travestissement. C'était vraiment genre... Non mais... Elles essayent de se faire passer pour des hommes et de nous contrôler. Alors qu'elles devraient pas, on devrait savoir. Il se dit persuadé qu'aucune d'elles ne quitte les habits de son sexe que pour cause de santé et considère que les femmes travesties sont exposées à une infinité de désagréments et même au mépris des agents de police si elles ne sont pas munies d'une autorisation spéciale. Et bien sûr, c'est un truc du préfet de police. Bien sûr. Ok. Très bien. Bon, elle a le droit de s'habiller en homme. Bravo à elle. Elle adopte un costume masculin plus pratique et moins coûteux. Comme par hasard. Comme c'est étrange. Il se fait couper les cheveux jusqu'aux épaules, oh mon dieu la folle, et porte un chapeau de feutre mou. Il commence une carrière de journaliste au Figaro. C'était avant que le Figaro soit d'extrême droite, je précise. Ils écrivent en commun en roman Rose et Blanche, publié sous le pseudonyme de J-Send. Ah, c'est donc pour ça. Parce que lui, il s'appelle Jules Sandeau. Et c'est pour ça qu'elle va s'appeler Georges Sand. Oh là là, mais c'est fou. Il est ébauché, donc le roman qu'ils écrivent ensemble, il est ébauché par Aurore Dupin, mais quasiment refait entièrement par Jules Sandeau. L'ouvrage se voit attribué par une fantaisie d'Henri de la Touche, le nom d'auteur Jules Sand, ok, qui évoque non seulement Jules Sandeau, mais aussi Karl Sand, l'étudiant bavarois, assassin d'Auguste von Kotzebue. Ça on va trop loin. Il faut que j'arrête de dériver. Je sais, il se passe trop de choses. Ah. Excusez-moi, je suis allergique à l'Allemagne. Ce livre connaît un certain succès, au point qu'un autre éditeur se présente et commande un prochain roman sur le même nom. Alors Aurore Dupin propose le manuscrit d'un livre qu'elle vient d'écrire, elle veut le donner sous le même pseudonyme, mais Jules Sandeau, par modestie, n'accepte pas la paternité d'un livre auquel il est totalement étranger. Un peu le go de Jules Sandeau. C'est pas Sartre qu'aurait fait ça, par exemple. Du coup, on arrive à un compromis. Le nom de Sand est conservé pour satisfaire l'éditeur et le prénom est modifié pour distinguer les deux auteurs. Or Dupin prend celui de Georges qui lui semble synonyme de Berrichon. Étymologiquement, Georges signifie en effet celui qui travaille la terre, d'accord. Sans le S final du prénom, elle joue sur l'ambiguïté et l'androgynie. Sa première œuvre personnelle, Indiana, est publiée sous le nom de J-Sand et tous ses romans ultérieurs le seront sous le pseudonyme de Georges Sand, qu'elle adopte définitivement. Ok. En vrai, un peu intéressant sa vie. Normalement, je vais un peu plus vite sur ça, mais... Bah... Je pense que la personne qui a écrit son Wikipédia, c'est vraiment un giga fan, parce que c'est hyper détaillé, mais très bien raconté. Ok, donc là, elle commence à publier et tout, très bien. Elle quitte son petit logement. Attends, mais pourquoi elle est pauvre, là? Ces deux romans assurent la renommée de l'écrivain et améliorent beaucoup sa situation financière, alors qu'elle a hérité de genre un château et tout ça, genre qu'on lui a volé. Lui assure par contrat une rente annuelle de 4000 francs en échange de 32 pages d'écriture toutes les 6 semaines. Donc elle écrit dans la revue des demandes. Elle rompt avec Jules Sandeau, coupable d'une infidélité, mais surtout qu'elle juge paresseux, nonchalant et sans volonté. Oh, le coup dur. Elle a une brève relation avec Prosper Mérimée, très décevante et qu'elle regrette amèrement. Celui-ci ayant échoué à la guérir de sa frigidité. Elle est en mode putain, c'est un mauvais coup, Prosper Mérimée. Mais je peux pas dire que c'est un mauvais coup, du coup on va dire ça autrement.
Elle raconte ce fiasco à Marie Dorval qui a partagé cette histoire avec Dumas père et qui s'est empressée d'aller la raconter partout, causant le plus grand tort à sa réputation de virilité. Mais au secours! Genre, elle a juste dit à sa pote, putain, Mérimée c'est un mauvais coup. Sa pote, elle a dit à Alexandre Dumas, putain, et tu savais que Mérimée c'était un mauvais coup. Et Dumas, il était en mode, ah ouais, je savais pas, mais maintenant la France entière va le savoir. Il s'est empressé d'aller raconter. C'est vraiment j'allais dire une chippie, mais c'est pas ça le mot, mais c'est vraiment une petite commère, quoi. Imagine, t'as un mauvais coup, non seulement, bon déjà la meuf tu la déçois, et ensuite il y a l'un des auteurs les plus connus ever de ton pays qui va raconter partout que t'as un mauvais coup. C'est... je pense Mérimée il a eu du mal à pécho après. Hein. C'est une période sombre pour Georges Sand. Ouais, je pense que c'est aussi une période sombre pour Prosper Mérimée. Hein. Mais on est clairement sur un commérage level expert, mais moi je m'attendais limite à ce que Alexandre Dumas il en fasse un livre. Hein. J'étais un peu... J'avoue, j'étais un peu en mode, ah, est-ce qu'on va y avoir le droit? Mais non. Bon, alors, elle est démoralisée par ces deux déceptions. Donc, ces déceptions, c'est que Sando, Osef et Mérimée, mauvais coup. Le 10 août paraît Lélia, une œuvre lyrique allégorique et très originale dont le succès est prodigieux. Putain, mais à chaque fois que qu'on parle de ces livres, c'est genre ça a été des succès de fou, c'était des livres de fou, et on n'en a jamais entendu parler. Genre, c'est un truc de fou quand on étudie George Sand, c'est genre oui, une figure un peu féministe et tout ça, mais au secours, genre elle a l'air d'avoir écrit des bangers. Bon après je vais dire ça et je vais en lire un et je vais être en mode ah peut-être c'est normal qu'on l'a oublié. Ou alors peut-être qu'on va avoir le droit à une Colette, genre d'un coup elle va nous faire un retournement de veste en mode tiens j'ai collaboré avec les Allemands. Bon en 1800 c'est un peu compliqué mais on trouve toujours quelqu'un avec qui collaborer. Ah mais c'est qui Marie Dorval? Tiens on va avoir le fun fact de qui est Marie Dorval à qui elle a eu le malheur de dire que Mérimée était un mauvais coup et qu'elle allait le répéter à tout le monde. Alors... C'est une comédienne, Marie Dorval, dont elle admire le talent. Donc elle lui envoie une lettre, elle lui répond par une invitation à dîner. C'est le début d'une profonde amitié qui lie les deux femmes. Leur échange de correspondance donne la mesure de leur attachement mutuel. Je ne peux pas vous voir aujourd'hui, ma chérie. Je n'ai pas tant de bonheur lundi matin ou soir, au théâtre ou dans votre lit. Il faudrait que j'aille vous embrasser, madame, ou que je fasse quelques folies. Je travaille comme un forçat, ce sera ma récompense. Adieu, ma belle, entre toutes. Alors attendez. Une profonde... amitié. Alors, je pense que j'ai des profondes amitiés avec mes amis. Et je n'ai jamais dit qu'il fallait que je les embrasse dans leur lit. Ouais, c'était des très très bonnes amies. Hein. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Marine Dorval? Mais Marie Dorval, vous êtes une méchante et je comptais bien sur le bonheur de vous avoir toute la soirée dans ma loge. Nous aurions vite dîné à 5h et nous serions partis ensemble. Je vous ai vu hier toute la soirée, je vous ai regardé sans rencontrer vos yeux, vous avez l'air d'une boudeuse. C'est moi qui viendrai vous voir demain matin. Ce soir, je ne suis pas chez moi. Mon Dieu, quelle envie de causer j'ai donc. Nous ne pourrons donc jamais nous accrocher. Non mais au secours. Une amitié. Ouais, c'est ça. Les mots particulièrement forts et passionnés employés dans ces échanges épistolaires avec Marie Dorval dépassent les simples formules de politesse et de sociabilité habituelles de son temps. Tu m'étonnes. Contribuer à l'émergence d'un débat contemporain sur une éventuelle relation ou amour entre ces deux femmes, ainsi que plus largement sur la question d'une probable bisexualité de George Sand. Sans déconner. C'est fou. C'est fou que ça soit un débat en fait. Leur relation fait l'objet de médisances à Paris, d'autant qu'elle compte parmi les personnalités féminines les plus en vue. On écrit à George Sand de se méfier de cette dangereuse amitié. Amitié. Tandis que Alfred de Vigny, amant de Dorval, la conjure. J'ai défendu à Marie de répondre à cette Sappho qui l'ennuie. Mistive restait sans suite. Et malgré tout ça, ça reste une amitié. En effet, Marie Dorval collabore à l'écriture de Cosima, pièce de théâtre de George Sand, à la Comédie Française, avec la célèbre comédienne dans le premier rôle. Ah mais c'était littéralement sa muse. La solidité de leur relation, fort probablement amoureuse au début et qui fait scandale, fort probablement, non mais c'est bien,
Probablement, c'est possible. Au début, et qui fait scandale, ne faiblira jamais, et George Sand comblera de bienfaits la famille de Marie d'Orval à la mort de celle-ci. Ah oui, non, mais elles étaient juste très amies, hein. Au secours. La correspondance entre George Sand et comédienne d'Orval est constituée de 32 lettres échangées. Ok, les contemporains de l'époque les surnomment les inséparables, mais oui. Ah là là, elles sont vraiment très très amies. Mais du coup, ça me bute encore plus que ce soit à elle qu'elle soit allée se plaindre que Mérimée c'était un mauvais coup. Du coup, je la vois trop en mode non mais les mecs, laisse tomber. C'était une catastrophe. Et j'avoue, maintenant j'ai un peu envie de... Je suis un peu curieux de la relation entre Dorval et Dumas. Genre, j'ai un peu... Genre, c'était qui? C'était son bestie? Genre, elle est allée en mode oh putain, ma meuf elle est tombée sur un mec. Ok, alors Alfred de Musset. Pourquoi Alfred de Musset est intéressant? On n'en a pas entendu parler jusqu'à présent. Elle rencontre Alfred... Ah mais ça va être son lover, c'est pour ça. Ça va être ça. En fait, je crois que je me souviens maintenant pourquoi on parle que de George Sand. On en parle comme la meuf d'Alfred de Musset, c'est ça le délire, alors qu'elle a l'air d'avoir été bien plus un banger que lui. Alors, elle le rencontre dans un dîner organisé à la revue. À la fin du mois de juillet, ils sont amants. Très bien, ça va vite. Et Musset s'installe chez George Sand. Musset est la proie d'une hallucination croyant voir apparaître son double. Cette scène est évoquée dans le roman Elle et lui. Ok. Ils conçoivent le projet d'un voyage en Italie. Ils partent, font une partie de la traversée, en compagnie de Stendhal. Non mais c'est bien, à l'époque, tous les auteurs sont potes les uns avec les autres. Donc ça veut dire que tout le monde sait que Mérimée c'est un mauvais coup. Rencontré à Marseille. Ah oui, genre au pif en plus. Ok, George Sand souffre de fièvre et de dysenterie, donc l'ambiance est pas ouf. Ok... Musset reprend sa vie de noctambule et s'abandonne à tous les plaisirs alors que sa meuf est souffrante et doit rester alitée au lit pendant 2 semaines. Elle tombe que sur des mecs vraiment charmants. Déjà à Gênes et à Florence, Sand s'est plaint des inconduits de son compagnon et décide de lui fermer sa porte à Venise. Oui, c'est bien, laisse-le dormir dehors. Musset tombe gravement malade à son tour, atteint d'une fièvre accompagnée de crises de délire. Les ressentiments oubliés en de tels instants, Sand est à son chevet. Non, t'aurais dû le laisser crever. Ok, donc il a la typhoïde. Elle le sait grâce au médecin Pietro Pagello, qui vient lui dire votre mec a la typhoïde. Elle est en mode oh non, dommage. Et sinon vous faites quoi après vous occupez de lui, docteur? Donc Sand s'éprend de Pagello alors que la santé de Musset s'améliore. Sa guérison assurée, Pagello lui avoue sa passion pour George Sand. Musset, stoïque, leur conserve son amitié, quitte Venise et rentre en France. Ah ouais, mais c'est fou. Mais Mais on a vraiment du... On est dans un roman... Dans un roman... Ah, comment on appelle ça? Genre là, les romans avec 12 000 trucs... Une rom-com, quoi. On est vraiment dans une rom-com. Mais faut en faire un film, faut en faire une série, en fait. C'est fou. De tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est le plus Netflix compatible, la vie de George Sand. Il continue néanmoins d'entretenir une correspondance avec George Sand. Celle-ci est restée avec Pagello et travaille à plusieurs ouvrages. Ok. Ah, mais c'est pour ça qu'elle écrivait des trucs en italien et tout ça. Alors, ils arrivent à Paris. Elle rentre à Paris avec Pagello. Musset, qui sait qu'ils sont de retour, supplie Sand d'avoir une entrevue. Ok. Chacun se reproche d'avoir perdu le bonheur par sa propre faute. Les remords de Sand sont tels qu'elle songe au suicide. Non, ne te fais pas avoir. Conscient de ne pouvoir revenir en arrière, ils décident de s'éloigner l'un de l'autre et de quitter Paris. Waouh, c'est étonnamment sain pour une époque où il n'y avait pas de psy. Musset à Bade et Sand à Nohant, comme d'habitude. Au Nohant. Pagello, malgré une invitation pour accompagner la romancière au pays, il choisit de rester dans la capitale. Tu m'étonnes. Il était en mode c'est bien sympa mais j'ai pas envie d'aller à la campagne. Donc Musset est en Allemagne, il envoie des lettres enflammées à George Sand qui rejoue avec le poète à retour en France. Pagello jaloux repart pour l'Italie. Mais quel drama. Mais tellement de drama. Mais leur nouvelle liaison ne fait que raviver les souffrances, les querelles et les reproches qui les consument. Leur union n'est plus supportable et c'est Musset, fatigué, qui rompt. George Sand est désespéré, tente une réconciliation, mais Musset ne répond pas à ses lettres. Putain, c'est vraiment fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Elle décide de couper ses cheveux dans un accès romantique et de lui envoyer cette preuve d'amour, gage de sa peine profonde.
Il y en a qui ont coupé leurs oreilles. Je pense que t'étais pas assez engagé. Elle rencontre le Eugène Delacroix à la suite d'une demande de son éditeur. Ce dernier souhaite la faire connaître à ses lecteurs par un portrait. Delacroix immortalise George Sand, le visage empreint de tristesse. L'écrivaine est vêtue en costume d'homme et montre ses cheveux coupés. Ah mais elle a vraiment posté une photo sur Facebook en mode comment le récupérer. Mais bon, c'était pas trop possible, donc à la place, elle a coupé ses cheveux, il y a Delacroix qui l'a peint et elle l'a mis dans le journal en mode comment le récupérer. Au cours de cette période douloureuse, George Sand tient un journal intime. Elle s'adresse directement à Musset dedans. Bon, on va pas le lire parce que je sens que ça va être du drama. Mais quand il en a assez, il se lasse à son tour et il me quitte. Oui, globalement. À la réception du colis et de son contenu, Musset fond en larmes. Sand et Musset renouent leur idylle. Sand triomphante écrit à Alfred Tater. Qui c'est ce mec? On sait pas. Le confident de Musset. Ah d'accord. Ah mais t'avais des mecs, c'est genre ton confident. C'est son psy quoi. Alfred est redevenu mon amant. T'imagines? T'imagines, t'es tranquille et tout, tu reçois une lettre de l'ex de l'un de tes clients, genre t'es psy, et c'est genre ah chèche, je suis de nouveau en couple avec mon ex dans la relation toxique dans laquelle on est. Leur relation se poursuit malgré par des plaintes, des remontrances, des recommandations, jusqu'à une nouvelle rupture. Mais ils sont tellement dans une relation giga toxique. Cette relation inspire à George Sand les 3 premières lettres d'un voyageur et à Musset la confession d'un enfant du siècle, ainsi qu'à Dieu. Non mais en fait c'est ça, ils se mettent ensemble et ils se détestent assez, et une fois qu'ils sont assez détestés, ils rompent pour pouvoir écrire des romans chacun, et ensuite ils se remettent ensemble. Ainsi qu'à Dieu. Après la mort d'Alfred Musset, George Sand fait paraître elle et lui pour raconter leur histoire. Ok, donc Musset il meurt. Et genre, ça va, elle le vit bien, non. Le frère d'Alfred Paul de Musset riposte en publiant lui et elle, et Louis Collet qui est une liaison avec Alfred de Musset renchéri par un lui. C'est fou. Non mais c'est incroyable le drama entre auteurs, c'est littéralement ils se répondent par roman interposé là. T'es là, t'es tranquille, tu romps avec ton mec, t'as un roman qui arrive qui explique pourquoi t'as rompu, il répond par un roman. Il y a Louise Collet là, qui est juste la nouvelle meuf de ton ex qui vient taper l'incruste. Ok, Michel de Bourges. En fait c'est terrible parce que maintenant à chaque fois que je vois un nom, je suis en mode ok c'est juste la relation amoureuse avec ce gars. Bon à la base on n'est pas du tout censé juger la vie. Je pense qu'elle aura le bonus de vie rocambolesque, cela dit. Genre, c'est plutôt censé être le style d'écriture et si la personne est based et son physique. Mais là, je suis trop impliqué dans la vie de George Sand en fait. Ça a l'air d'être juste un banger de A à Z. George Sand entreprend des procédures judiciaires à l'encontre de son mari, Dudevant. Ah, mais il revient lui. Il s'appelle Dudevant. C'est un nom à la Phoenix Wright, ça. Les rapports entre les époux se sont envenimés à cause du train de vie dispendieux de Casimir, qui s'est engagé dans des opérations hasardeuses. Ah, mais c'est pour ça qu'elle était pauvre tout à l'heure. On revient en arrière. George Sand craint à juste titre qu'il ne provoque sa ruine, ce qu'il fait. Des amis lui recommandent le célèbre avocat républicain Louis Michel, pour plaider sa séparation définitive avec le baron Dudevant. L'avocat, plus connu sous le pseudonyme de sa ville, Michel de Bourges, est doué d'un grand talent oratoire et intervient dans les procès politiques de la monarchie de Juillet. Elle le rencontre, lui expose son affaire. Michel, il vient de lire Lélia et il est en mode mais quel banger. Il lui offre la meilleure plaidoirie de sa vie. La séduction est réciproque. George Sand le retrouve en mai à Paris. Ils deviennent amants. Qui l'avait vu? Qui aurait pu prédire? Franchement, tout le monde. Avec Michel de Bourges commence une double passion amoureuse et politique. Avec lui, envoler cette frigidité imprudemment avouée dans la première édition de Lélia, vite expurgée. Ah, elle a arrêté de dire qu'elle était frigide. Est-ce qu'elle va lui dire... C'est ça la question. Est-ce qu'elle va lui dire à Dumas, pour qu'il puisse raconter à tout le monde que contrairement à Mérimée, Michel de Bourges est un gros baiser? C'est la question qu'on se pose. Michel convertit Sand aux opinions républicaines et aux idées socialistes. Putain, un peu le goat Michel. Déjà gros baiser, et en plus de gauche. Que demande le peuple? L'engagement de cette dernière est tel que son appartement parisien est transformé en cénacle républicain et par voie de conséquence sous surveillance policière. Ah, mais c'est bien. On voit qu'il y a des choses qui ne changent pas.
Michel gagne le procès en séparation de George Sand au terme d'une longue procédure. Il promet à George Sand de vivre avec elle, mais c'est un homme marié et qui va le rester. Ah. Eh bien Michel, c'est dommage. En raison de sa peur de sa femme et de la forte personnalité de la romancière, ils rompt leur liaison délétère en 1837. Mais Michel, tu me déçois. Cette séparation douloureuse déstabilise George Sand et les liaisons qui suivent restent sans lendemain. Ah, tu m'étonnes, elle avait trouvé un giga coup là. Félicien Malfi, le précepteur de son fils mort, et Charles Didier ou l'acteur Bocage, ce dernier lui restera fidèle en amitié. Ah, c'est bien. Seulement en amitié. Ok. Durant cette période, George Sand se rapproche de Frédéric Gierard. Il est déjà un ami de Michel de Bourges et comme lui est avocat et homme politique, il devient un ami et confident de George Sand et ils conserveront leur lien par la suite. Maintenant, je me méfie du mot ami depuis l'incident avec Marie Dorval, j'avoue, les amis de George Sand. Alors, France Liszt et Marie Dagoult. Musset présente... Putain, la timeline, elle est terrible. Hein. Faudrait vraiment une frise chronologique. Parce que là, Musset, il est revivant, alors qu'il était mort. Présente George Sand à Liszt, compositeur, pianiste virtuose, professeur de musique, nanana. Liszt est transporté par le mouvement de Trent, influencé par les idées saint-simoniennes et enthousiasmé par Lamennais. Ouh, oh, Lamennais, ta peinture, j'espère que tu l'as pas payé très cher. Prêtre, théologien, écrivain, philosophe et homme politique français. Ok. La lecture d'une transposition de Mano Lescaut dans le mode romantique a fait de lui un admirateur de George Sand. Leur relation restera purement amicale. Vraiment ? Tant mieux. Elle a besoin d'amis, George Sand. Le célèbre pianiste a un élève de talent, Hermann Cohen, qui l'introduit dans le cercle parisien où se retrouvent les écrivains et musiciens. Je sens que le Hermann Cohen dont on parle, ça va être lui. George Sand et l'abbé Lamennais font ainsi la connaissance du protégé de Liszt qui s'accroche à son mentor et sont tous deux charmés par le jeune garçon. Oh non, il a quel âge? J'ai peur du dérapage là. Hermann Cohen, il est né en 1820. Elle est née en 1804, donc ils ont 16 ans de différence. Et là on est en 1834, il a 14 ans. On y est. Non mais je m'inquiète peut-être pour rien, peut-être que ça va être purement platonique. Franz Liszt le surnomme Puzzi, traduction de mignon en allemand, et la romancière commence à parler de lui comme le mélancolique. L'enfant promis à une brillante carrière artistique rencontre régulièrement George Sand qui lui prodigue beaucoup d'affection et le considère comme un second fils. Ok, si c'est comme un second fils, y a pas de problème. Tout va bien. Ok, j'ai eu peur du dérapage, mais on a pas, c'était contrôlé, tout va bien finalement. Ok, donc elle part de Nohant avec ses enfants pour se rendre en Suisse, où l'attend Liszt et Marie Dagoult. Marie a quitté son mari et sa fille pour rejoindre Liszt à Genève. Et la passion qui les unit plaît à George Sand. Elle est en mode, hey, est-ce que je peux faire partie du triangle amoureux? Et vous connaissez le concept de troupe? Il s'agit du second séjour de l'écrivaine dans les plaines des Alpes. France et Arabella, pseudonyme romantique de Marie Dagoult, accompagnent George Sand dans son périple qui commence par l'étape de Chamonix, avec leur protégé Hermann, donc il est toujours là. Adolphe Pictet, putain c'est qui encore lui? Professeur d'histoire de littérature moderne et major d'artillerie de l'armée suisse, se joint également au groupe. Je me concentre un peu sur tous les personnages parce que j'ai l'impression qu'ils ont une importance après. Ok. Bon, là ils font juste un voyage. Ensuite, elle s'installe à l'Hôtel de France, à Paris, où résident Liszt et Dagoult. Non mais attends, est-ce qu'ils sont pas un petit peu en troupe là? Liszt et Marie Dagoult séjournent à Nohant. Elle y reçoit également les peintres paysagistes Paul Huet, avec qui elle correspond. C'est à Franz Liszt que Georges adresse la 7ème des lettres d'un voyageur sur l'Avatar et la maison des Herses. Lui se répond par ses 3 premières lettres d'un bachelier S-Musique. En 1938, George Sand donne à Balzac le sujet d'un roman, Les Galériens ou les Amours forcés. Ces galériens de l'amour sont Liszt et Marie Dagoult, c'est pour ça que George Sand ne peut pas écrire ce roman elle-même et le confie à Balzac. Oh mais c'est un peu une dinguerie. Alors, non mais attends, j'ai des potes, ils sont dans une histoire.
c'est une dinguerie, mais si j'écris sur eux, ça va être problématique. Est-ce que tu peux pas écrire à leur place? Et bon, tu demandes ça à Balzac parce que voilà, tu confies pas ça à n'importe qui. L'ouvrage figure dans la... En plus, c'est un des ouvrages qui fait partie de la comédie humaine sous le titre de Béatrix. Ok. George Sand, elle apparaît dans le roman sous le nom de Félicité des Touches. Les personnages sont parfaitement transparents, et dans l'œuvre, Félicité des Touches est toujours comparée à Béatrix qui lui est préférée. On voit que l'amitié des deux femmes s'est refroidie à cause de l'engouement de George Sand pour Frédéric Chopin. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Chopin? Pourquoi elle... Ah, Marie d'Argoult, elle est intéressée par Liszt, elle s'en fout de Chopin. Qu'est-ce qu'elle s'en fout de ce que Sand, elle pense de Chopin? Ah, ou alors, elle est jalouse de Chopin. Ah, possible. Félicité de Lamennais. Ah bah on l'a vu tout à l'heure, le revoilà. Putain mais c'est fou. Oh, non mais attends, il va falloir que j'accélère en fait. Il va falloir que j'accélère, là je suis en train de me rendre compte du problème de la vie de George Sand. Ou alors aujourd'hui je fais que George Sand. Mais en même temps j'ai pas... Enfin, je sais pas, c'est un peu passionnant quoi. Écoutez, il est possible qu'aujourd'hui ça soit une journée pas très efficace. Mais pour ma défense, George Sand quoi. Je suis trop impliqué dans son lore. Je suis trop impliqué dans son drama là. Je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner. J'ai envie de voir comment tout ça se finit. Alors, Félicité de Lamennais devient le démocrate chrétien qui trouve dans l'évangile la loi de liberté, d'égalité et de fraternité. Oula. Manifestement, mon micro ne veut pas de George Sand. Loi recueillie par le philosophe et proclamée par la Révolution. Il est excommunié après l'apparition de son livre Paroles d'un croyant. Ah. Il a une grande influence sur Liszt et Sand qui manifeste son enthousiasme pour ce prêtre. Son enthousiasme pour un prêtre, on en est là les gars, on en est là. Elle lui déclare « Nous vous comptons parmi nous saints, vous êtes le père de notre église nouvelle. » Ok, Lamennais se fixe à Paris, fonde un journal, Le Monde, auquel George Sand collabore bénévolement. Mais c'est pas le monde qu'on connaît, c'est un autre Le Monde. Oh, je vais juste vérifier un petit truc. Hubert Beuve-Méry, en 1944, ok, c'est bon. Tout va bien. En mode, non mais là il y a trop de liens. Alors, elle y publie un article destiné à faire connaître le graveur Luigi Calametta qui réalise des portraits d'elle et la gravure Une visite aux catacombes. Ok, dans ces dernières, elle publie les lettres à Marseille. George Sand exprime ses idées sur le mariage, l'affranchissement de la femme et son égalité avec l'homme. L'audace de cette œuvre a dû effaroucher Lamennais pour qu'il commente son auteur en ces termes. Elle ne pardonne pas à saint Paul d'avoir dit « Femmes, obéissez à vos maris ». Effectivement, finalement, la publication s'interrompt lorsque Lamennais abandonne la direction du Monde. Lamennais inspire à George Sand dans son roman Spiridon le personnage du moine fondateur d'un couvent, chercheur intransigeant de la vérité. Ok. Elle n'a pas couché avec un prêtre. Contrairement à Fleabag, par exemple. Pierre Leroux. Quitté. Charles-Augustin Sainte-Beuve. Non, il y a trop de noms. Il y a trop de noms. Critique et écrivain, le conseiller littéraire de George Sand. D'accord. Eh, ils sont nés la même année. Il est aussi son confident, son psy, particulièrement au moment de ses amours avec Alfred de Musset. Ah, mais j'aime trop l'idée qu'ils aient des confidents attitrés là. Ça fait un peu genre... voyez ça avec mon confident. Alors... George Sand, toujours en quête d'idéal et de ferveur réformatrice, demande son avis à Sainte-Beuve dans ce domaine. Après Félicité de Lamennais, elle cherche un nouveau mentor qui pourrait satisfaire son ardeur politique. Se tient à Paris le procès des 10 000 insurgés, à la suite de la révolte des Cagneux. Cocorico, c'est lyonnais. Et aux insurrections de 1834 qui ont éclaté dans la capitale et différentes grandes villes de France. Ce procès monstre offre une tribune inespérée à l'opposition républicaine. Et les convictions de George Sand s'affirment lors de ce déroulement. Elle commence à être grotesque dans tous les termes. Face à l'échec des révoltes, elle interroge Sainte-Beuve sur la révolution à faire. Celui-ci l'oriente vers deux hommes de doctrine, Pierre Leroux, il est là, c'est le titre, et Jean Reynaud, qui était donc, en plus d'être un acteur connu au XXe siècle, XXe,
qui était là dès le 19e. En même temps, c'est normal, vu que c'était un visiteur, il voyage à travers les époques. George Sand demande à rencontrer Pierre Leroux. Elle lui pose la question sociale. Leroux subjugue George Sand. Elle ne jure plus que par lui. Non mais elle tombe amoureuse, mais H24 quoi. Une profonde amitié, naît de leur admiration mutuelle. Le terme d'amitié, je lui fais plus confiance. Le philosophe trouvant auprès de l'écrivaine une aide matérielle importante. Ah d'accord. Je m'attendais à ce que ça soit genre du soutien émotionnel ou un truc comme ça, mais non, c'est vraiment... elle a de la thune. Elle découvre dans les principes de Pierre Leroux une synthèse des dogmes épars qu'elle emprunte au christianisme, à Jean-Jacques Rousseau, à Saint-Simon. Ok, donc en gros plein de choses. Compte tenu de l'influence des idées de Pierre Leroux sur l'œuvre de George Sand, il n'est pas inutile de résumer ici sa doctrine. Ok. Et nous, on va... Bon, ok, on va partir du principe que c'est les idées de George Sand. L'homme est un animal transformé par la raison et indissolublement uni à l'humanité. On ne peut concevoir un homme hors de l'humanité. L'homme n'est pas seulement sensation ou sentiment ou connaissance, mais une trinité indivisible de ces trois choses. Nous sommes immortels. Ah, à la mort, l'âme ne fait que se retremper en Dieu. Se retremper en Dieu. Excuse-moi, je peux pas, je vais me tremper en Dieu là. Se plonge dans l'oubli avant chaque nouvelle renaissance dans l'humanité. Il y a un cycle de renaissance et à chaque incarnation, l'homme se perfectionne. Durant son incarnation, chaque être humain doit progresser indéfiniment en communication complète avec la nature et avec ses semblables. L'homme ne peut pas vivre sans société, sans famille, sans propriété. Mais il faut combattre les abus de ces trois institutions qui empêchent l'homme de progresser indéfiniment. Alors, les abus de ces institutions... Ah, je suppose les abus qu'ils peuvent faire, parce que j'étais en mode, genre, t'as trop de famille, c'est un abus, la foi en sacrifier 2-3, non, 7 frères et sœurs, c'est trop, tu dégages. Le progrès de l'humanité est infini et continu. Ah, c'est marrant à lire au XXIe siècle, quoi. Les religions sont incomplètes car elles séparent le corps et l'âme, l'esprit et la matière. Or, Dieu est partout, dans la matière comme dans le spirituel. L'homme trouvera son salut lorsqu'il comprendra qu'il ne faut pas attendre le royaume de Dieu en dehors de ce monde après la mort, mais tenter d'élever et sanctifier la vie charnelle et le labeur terrestre. Ça, je suis un peu d'accord. C'est le fameux truc de... Bah, on pourrait faire le paradis sur Terre et au moins on n'aurait pas besoin de croire en des dieux parce que bah, on serait déjà au paradis, ça serait super. Pourquoi attendre de mourir en fait? Mais bon. Ok, donc ces idées se manifestent dans toute une série de romans de George Sand. Tous ces ouvrages apparaissent comme la mise en œuvre du programme de Leroux, lutter contre le triple abus de caste, de famille et de propriété, et prédication de la doctrine du progrès continu de la vie de l'homme dans l'humanité. La rencontre de George Sand avec l'écrivain prolétaire Agricole, il s'appelle Agricole et il est prolétaire. Non mais c'est trop. Même les personnages de l'histoire, ils sont... On dirait qu'ils ont été écrits quoi. Lui inspire le personnage de Pierre Huguenin, le héros de son roman Le Compagnon de la Tour. Ce roman prêchant l'un des dogmes de la théorie de Leroux, la guerre aux préjugés de caste et l'abolition des différences entre les groupes sociaux. Waouh. Et ils étaient là bien avant Marx. Hein. Et ils étaient là en mode attendez. C'est la guerre sociale. Le directeur de la Revue des Deux Mondes propose tant de changements et de coupures que George Sand préfère reprendre son manuscrit et le publier en volume. Un an plus tard, il refuse de le faire paraître dans sa revue son nouveau roman Horace. Ok, François Bulloz, il était un peu chafouin. Hein. Ok. Alors, elle fonde avec Pierre Leroux la revue indépendante. Elle publie de 1841 à 1844. Le fait qu'il y ait des revues H24 qui durent 2-3 ans aussi, ça me bute. Elle publie dans cette revue des romans Horace, bah oui, puisque l'autre voulait pas, Consuelo, nanana, ainsi que divers articles. Elle se lie d'amitié avec des poètes prolétaires comme le maçon Charles Poncy de Toulon, le père Magu et son gendre, le serrurier Jérôme Gillan, pour lesquels elle écrit des préfaces à leur ouvrage. Ils apparaissent comme une preuve visible de la théorie de Leroux sur le progrès continu et la perfectibilité de l'humanité. Le père Magueux inspire à George Sand le personnage d'Audebert dans son roman La Ville Noire. Ok. Frédéric Chopin. Alors, Chopin, c'est quoi le dos? Parce qu'on sait que Marie Dagout était pas fan, donc qu'est-ce qui se passe? Elle rencontre Frédéric Chopin dans le tout dernier mois de 36 par l'intermédiaire de Liszt et Marie Dagout. Leur liaison commence au mois de juin. À cette époque, Delacroix peint le double portrait de Sand en écoutant Chopin au piano. Putain, en écoutant... Je viens de me rendre compte de la phrase qui est... En fait, il y avait littéralement Chopin qui jouait du piano chez lui, quoi.
C'est pas il a mis un CD de Chopin. T'es là, on te peint. Il y a Delacroix qui est en train de peindre ta tête et il y a Chopin qui joue du piano à côté. Qu'est-ce que la vie, quoi. Quelle image de fou. Ok, à la fin de 38, ils partent pour Majorque. Bah oui, c'est wow, hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est genre quand tu remets en contexte, je saurais même pas quel pourrait être l'équivalent aujourd'hui. C'est genre qui est un peu. Je connais pas de peintre contemporain. Genre Banksy, il y a Banksy qui tire ton portrait. Et à côté, qui c'est qui peut jouer de la musique et de bien iconique là? Et à côté, t'as de notre époque qui a un peu marqué les esprits. T'as genre Coldplay, Imagine Dragons qui joue à côté là en légende. Linkin Park. Juste les goths en fait. Bon bref. Avec ses deux enfants, ils partent pour Majorque. Frédéric Chopin les rejoint en cours de leur trajet à Perpignan. À Barcelone, Georges Sand visite le palais de l'Inquisition en ruine. Ok, voilà, il fait allusion. Les voyageurs sont ravis par le cadre enchanteur dans l'île, mais ils éprouvent de grandes difficultés pour se loger en raison de l'absence d'hôtels et de chambres meublées. Tuberculeux. Ah, je me demandais si c'était un nom propre, mais non, il y a bien un mec qui a une tuberculose. Tuberculeux, Chopin voit sa santé se détériorer. Les visiteurs sont chassés de leur logement par les Majorquins qui craignaient le caractère contagieux de la maladie. Mais c'est contagieux la tuberculose? Il me semblait pas, mais une maladie infectieuse. Ah oui, donc effectivement. Qui se transmet par voie aérienne. Ah oui, tout à fait. C'est tout à fait contagieux. Ils craignent le caractère contagieux de la maladie. Et ils avaient raison, on ne peut pas leur en vouloir. Georges Sand et Chopin se rendent à l'ancienne Chartreuse. Terrible, parce que maintenant, pour moi, la Chartreuse, c'est juste un alcool, quoi. Où ils sont hébergés, enfin, Chartreuse de Valdemossa, où ils sont hébergés dans des cellules monacales. Le site est magnifique, mais l'approvisionnement en nourriture est difficile. D'autant plus que les voyageurs sont en but à l'hostilité des insulaires parce qu'ils n'assistent pas aux offices religieux. C'était des impurs. Ils quittent l'île, rejoignent Barcelone après un périple éprouvant au col duquel la santé de Chopin se dégrade encore. Bah tu m'étonnes si le mec il a la tuberculose... Il a la tuberculose de Zinzito et qu'il est baladé d'île en île, qu'effectivement il a un peu du mal. Tu m'as bien éduqué sur la Chartreuse. Je crois que j'en ai jamais bu de ma vie. Hein. Je sais juste que ça existe. Et que c'est vert. Et que c'est fait à Grenoble? C'est moins sûr de cette dernière info. Mais presque sûr quand même. Je sais pas, ça a une vibe de Grenoble. Ça a une vibe de truc qu'on boit à Grenoble. Georges Sand publie un récit de voyage un hiver à Majorque. Sur ce que révèle cette expédition, se reporte au chapitre Le voyage à Majorque. Non, c'est bon. Faudra remédier à ça. Au monastère des Pères Chartreux. Ouais, c'est dans le coin. Ah ah! Non mais ça a la vibe. Faudra remédier à ça? Très bien. Et bah écoute, on fera une séance dégustation d'alcool. Tu goûteras le Macaulay et je goûterai le Chartreux. Mais dans ma tête, le Chartreux c'est un peu vénère. Alors, Frédéric Chopin... Attends, j'ai raté une étape. Pendant l'été, ils sont à Nohant et l'hiver à Paris. Puis à partir de l'automne... Mais il va mieux Chopin? Ou comment ça se passe? En raison de la maladie de Chopin, leur liaison se transforme en relation mère-fils. Grâce à Chopin, le cercle des amis de Georges Sand s'élargit encore. Il reçoit des écrivains, notamment Mick Schwitz et Niemöschwitz, et des musiciens Meyerbeer, Drosser, Viardot. Ouais, que des Polonais en exil, quoi. Alors... Frédéric Chopin se comporte comme un compagnon absorbant et tyrannique. Les malentendus deviennent fréquents, d'autant plus que les enfants de Georges Sand grandissent et s'imposent comme des individualités. Qui aurait pu prédire que les enfants grandissent et s'imposent dans leur individualité? Maurice prend à cœur tous les désaccords entre sa mère et Chopin, et les rapports entre le musicien et Maurice deviennent hostiles. Ok. En gros, le fils, il est en mode oh, laisse ma mère tranquille, quoi. À partir du printemps 46, Georges Sand héberge à Nohant une jeune cousine de sa famille maternelle, Augustine. Sa fille Solange, et Chopin déteste Augustine.
Tandis que Maurice, son ami d'enfance, est toujours prêt à prendre sa défense. C'est vraiment mais Dramaland. Je sais pas, mais là, il y a au moins mais genre une série de 5 saisons de 12 épisodes chacun. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées depuis le début. Entre son mariage avec un mec qu'elle aimait pas et qu'elle était riche, puis les débuts, puis ses débuts, puis le fait que elle ait été avec un tel, puis machin, puis truc. Genre c'est fou. Ça ne s'arrête jamais. Là, elle a invité une cousine à la maison. Genre, en fait, on dirait limite que ça a été écrit pour une série. Genre là, ils étaient en mode, non, mais là, c'est trop calme, il nous faut une personne pour mettre de la tension. Hop là, tu vas accueillir ta jeune cousine, et hop là, tension dans la villa. Sur ce fond de Discord, des moments de détente sont privilégiés pendant que Champin improvise en piano. Putain, mais c'est fou. Vraiment, je me remets pas du fait qu'il y a juste Chopin qui est là, qui s'occupe de la BO en fait. Genre même la BO de la série, il y a Liszt, là il y a Chopin, genre t'as tout. C'est au secours. Pendant que Chopin improvise au piano, on dirait que quelqu'un a écrit une fanfiction avec les gens connus de l'époque surtout. Mais c'est exactement ça. C'est genre... En fait, si tu voulais écrire une fanfiction, tu pourrais pas faire mieux que ce qui a déjà été fait. Crossover avec Chopin, bien joué, ou commère avec Dumas, mais c'est exactement ça. C'est genre, ils sont tous là. C'est un peu le Fortnite de l'époque. Tout le monde est là, tout le monde est venu, tout le monde fait un petit coucou. Mais en fait, le fait que ça soit George Sand la main protagoniste, ça fait vraiment rom-com. Là, les trucs qui marchent un peu. J'ai plus les noms, mais je sais que c'est grave à la mode. Un peu à la Pride and Prejudice, quoi, avec une meuf en personnage principal qui a plein de déconvenues amoureuses et tout. Des trucs d'époque. Mais bref. Alors, on en est où? Donc pendant que Chopin est en train de décrire la BO, les autres... Solange, Augustine et Maurice miment des scènes et dansent des ballets comiques, ok, donc eux ils sont en mode allez on fait des pièces de théâtre parce qu'on se fait chier, ils sont en train de monter leur petite comédie musicale avec Chopin. Ils séjournent à Nohant comme Arago et Louis Blanc participent aussi à ces divertissements. Louis Blanc je crois que c'était un... Ah non my bad, j'allais dire un député, ah si, un député sur la Troisième République, il était un peu connu dans le milieu. Après le départ de Chopin pour Paris, ces pantomimes prennent le caractère de véritables pièces de théâtre dans le genre de la commedia dell'arte. Ah oui, carrément. Elles seront publiées en recueil et sont à l'origine du théâtre de Nohant. Ce même théâtre est décrit en détail par George Sand dans son roman Le Château des déserts, où Maurice Sand lui inspire le personnage de Celio Floriani et Augustine celui de Cécile. Citons également Frédéric Chopin, reconnaissable à travers le personnage de Carole. Ok, putain c'est fou. C'est fou tout ce qui se passe. Un projet de mariage. Ah, je pensais pour George Sand, j'étais en mode, mais elle va y retourner? Mais non. Un projet de mariage s'ébauche entre Solange Sand, donc la fille, et Fernand Despréaux. George Sand est présenté au sculpteur. Ok, c'est tout? Il n'y a pas de... Un projet, d'accord. Mais sans transition, George Sand est présenté au sculpteur Auguste Clesinger. Pendant un séjour à Paris, elle visite son atelier. En février, George Sand et sa fille se voient proposer la réalisation de leur buste par l'artiste. Celui-ci s'éprend de Solange et la réciprocité est immédiate. Ah mais sa fille! Non mais ça y est. En plus, il y a genre la saison 12 là. Maintenant on suit plus la mère, on suit la fille qui apparemment a l'air d'être dans la même vibe. Et la réciprocité est immédiate. Alors que dans le même temps, George Sand prépare l'union de sa vie avec Fernand Despréaux. Bah oui, quelques semaines plus tard, Solange rompt ses fiançailles, la veille de signer son contrat de mariage et impose son nouveau prétendant malgré le désaveu de sa mère. Oh, je suis déçu de George Sand. Je sais pas, après je sais pas si elle est juste contre un nouveau mariage ou si... Mais j'ai l'impression qu'elle est en mode il fallait se marier avec le premier, après son premier mariage. C'est fou de sa part, mais c'est peut-être pas ça. George Sand finit par céder et Solange épouse Auguste à Nohant. Le 11 juillet, le couple très endetté demande en vain une aide financière à George Sand. Putain mais quelle bâtarde. À la suite de sa décision, une violente altercation se produit entre Auguste Clesinger et Maurice Sand, et ce malgré l'intervention de la romancière. George Sand congédie sur le champ sa fille et son gendre en raison de sa méfiance maladive. Frédéric Chopin donne crédit aux calomnies rapportées par Solange sur sa mère et met fin à sa liaison de 10 années avec George Sand. Ça marche, bon week-end.
Et ouais, je pense que clairement aujourd'hui ça va être full George Sand. Je me vois pas continuer après ça avec quelqu'un d'autre. Mais quelle vie de fou furieux, effectivement. Donc, sa fille lui fait rompre avec son mec. Bon, de leur relation avait pas l'air d'être giga bien, mais au moins il était là pour faire la BO, quoi. Donc, comme elle refuse de donner de la thune à son beau-fils et à sa fille, son beau-fils s'engueule avec son fils et voilà, il y a embrouille. L'esprit imaginatif de George Sand transpose le tempérament de sa fille et le traitement qu'elle affiche à son premier fiancé dans Mademoiselle de Merkem. Dans cet ouvrage, une jeune fille dont le prénom masculin est féminisé, Ernest de Blosset, ressemble à Solange sous une forme de caractère aux traits forcés, ambitieuse, capricieuse, têtue et rusée. C'est une constance chez George Sand de faire apparaître dans son œuvre littéraire de jeunes femmes qui ne sont pas sans rappeler la personnalité de Solange. J'ai l'impression qu'elle avait un peu des filles issues. Entourage de George Sand. Chopin, Marie Dagoul, Maurice Sand, c'est son fils, Solange, donc sa fille, Frédéric Chopin, Eugène, c'est ça, le truc où il y a Frédéric Chopin et Eugène Delacroix en légende. Ok, l'engagement politique, on y vient. On y est, les amis. Des relations amicales s'établissent entre Louis Blanc, donc le député de la Troisième République, et George Sand, qui songent même à lui faire épouser sa fille. Mais ce projet est chaud. Est-ce que t'as vraiment envie de faire épouser ta fille à qui que ce soit que tu aimes bien? Manifestement, vous n'avez pas des relations de fou. Elle écrit des articles sur l'histoire de la Révolution. Ok, au mois de novembre, Louis Blanc prie George Sand de collaborer au journal qu'il a fondé, La Réforme. Dans ce journal paraît successivement son roman Le Meunier d'Angibault, l'article sur la réception de Sainte-Beuve à l'Académie, celui de l'élection de Louis-Napoléon, ok. George Sand noue des relations épistolaires ou personnelles avec Barbès, Mazzini, Bakounine, Louis Bonaparte, Pauline Roland, les frères Étienne et François Arago. Donc globalement, elle est en mode tous les noms bleus de Wikipédia, je les veux sur ma fiche. Alors, George Sand se réjouit de la chute du roi Louis-Philippe et de la fin de la monarchie de Juillet. Affichant son engagement politique socialiste, la Deuxième République est programmée en 48. La romancière arrive à Paris le 20 mars et participe aux nouveaux journaux républicains. Une émeute se produit à la suite de la manifestation du 15 mai. Et l'Assemblée constituante nouvellement élue conservatrice est envahie par la gauche républicaine. Cette insurrection est réprimée et les dirigeants socialistes sont arrêtés. Ok, ce sont les premières arrestations politiques du régime. Face à l'échec de cette journée, George Sand se retire à Nohant le 18 mai. Alors que ses amis souhaitent pour assurer sa sécurité qu'elle quitte la France pour l'Italie. George Sand se défend de toute participation à la protestation du 15 mai. Son départ est d'autant plus nécessaire que les incarcérations se poursuivent. Elle réside à Nohant pendant plus d'un an où elle bénéficie de la protection bienveillante d'Alexandre Ledru-Rollin, le petit Goutte. Les événements politiques se précipitent avec la fermeture des ateliers nationaux qui engendre une insurrection le 22 juin 1848. L'armée commandée par le général Eugène Cavaignac, ministre de la guerre investi par les pleins pouvoirs par l'Assemblée, écrase dans le sang avec l'appui de la garde nationale les insurgés du 23 au 26 juin. L'échec de la révolution de 48 marque l'arrêt de l'activité militante de George Sand et amorce ses désillusions. Elle n'aura pas été militante très longtemps. Avec l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte et son coup d'état du 2 décembre, ce sont des nouvelles des arrestations, des déportations et la censure qui s'abattent sur le pays. 200 députés sont emprisonnés, dont Adolphe Thiers. George Sand décide alors de prendre fait et cause pour les condamnés et prisonniers politiques. Elle entreprend de multiplier des démarches en leur faveur au cours des mois de janvier et février 52. Elle écrit plusieurs lettres à l'empereur qui finit par lui accorder 2 audiences, dont la première... elle lui accorde 2 audiences. Elle plaide pour une amnistie générale, son geste sera vain, Napoléon III lui accorde de rares remises de peine. La censure empêche l'écrivain de s'exprimer dans la presse. De ce fait, elle manifeste sa pensée à travers ses romans, sa correspondance et le théâtre. Elle s'intéresse par ailleurs aux révoltes des peuples européens, en particulier celle d'Italie. Ok, bon. Un peu grotesque. Alexandre Mansour, encore un, c'est sans fin. Au secours. Donc, Mon cœur est un cimetière montre l'amertume de George Sand. La rupture avec sa fille Solange est un véritable drame pour la romancière. Les disparitions se succèdent autour d'elle, son demi-frère Hippolyte Châtillon, son ami, l'actrice Marie Dorval, à Paris son ancien compagnon Frédéric Chopin, à Paris également. Les législatives de 49, les idées progressistes sont étouffées et la répression est féroce. Interdiction des clubs, suspension des députés républicains, restriction à la liberté de la presse. George Sand se replie sur elle-même. L'existence lui est cruelle et ses pensées s'assombrissent. Elle écrit à Bocage, la vie est une longue blessure qui s'endort rarement et ne se guérit jamais.
Waouh. On est en train de lire du fauve ou comment ça se passe? Elle termine cependant un nouveau roman champêtre, La Petite Fadette. C'est bien, tout va bien. Et une nouvelle rencontre vient de nouveau bouleverser sa vie. Maurice Sand présente à sa mère un ami graveur et auteur dramatique, Alexandre Manceau. C'est le nouveau, tout semble pourtant les opposer. Il est âgé de 32 ans et elle de 45, ça va, il y a eu pire. Lui est inconnu et fils d'un marchand limonadier, elle descendant du maréchal de Saxe, même si une filiation d'origine populaire par sa mère est au fait de sa célébrité. Alexandre Monceau se montre très attentif auprès de celles qu'il admire. Il est très vite intégré au cercle fermé de l'écrivain et participe activement aux activités théâtrales de Nohant. Intelligent, prévenant et patient, Alexandre attend son heure. George Sand officialise cette nouvelle lésion dans une correspondance adressée à son éditeur à la fin du mois de 1850. Oui, je l'aime lui. Ah là là. De nouveau, je sens la merde arriver. Ah non. Il s'installe dans une relation apaisée avec Alexandre Monceau et il sera pendant 15 ans à la fois son amant et son secrétaire. 15 ans? Attends, ils se mettent ensemble en quelle année? En 50 et elle est morte en... Est-ce que c'est la truc finale? Elle est morte en 76? Quasiment. On va dire que ça a duré jusqu'au bout. Donc, Manceau rédige un journal sur des agendas à partir de 1852 pour la postérité et seront connus par ce nom. Il commence bien souvent le texte par un Madame va bien et consigne le quotidien de ce ménage hors norme. Ok, ils s'aiment tendrement et prennent soin à Nohant de la petite fille de Georges, Jeanne Gabrielle Clessinger, surnommée Nini. C'est un drame pour tous les deux quand celle-ci meurt en bas âge, à Paris d'une scarlatine mal soignée. Insuffisamment couverte et vêtue d'une robe légère, Nini avait pris foi au mois de décembre précédent au cours d'une sortie avec son père. Auguste Clessinger est non seulement un mari violent mais également un père indigne. Oh là là, comment Solange elle doit être saoulée. Genre, sa mère lui a dit ne l'épouse pas, c'est pas le bon gars. Et finalement elle a dit bon ok j'accepte que tu l'épouses mais franchement mauvaise idée. Et là elle se rend compte que sa mère avait raison. Cette liaison est prolifique pour George Sand et elle écrit au cours de cette période près de 50 ouvrages. Ah oui, quand même, dont une vingtaine de romans et de pièces de théâtre. Alexandre lui offre une chaumière à Gargilès sur les bords de la Creuse pour abriter leur amour, mais c'est sans compter sur l'animosité du fils adoré Maurice Sand. Ce dernier n'a jamais accepté la relation entre son ami et sa mère et exige le départ de Manceau. Le couple quitte donc Nohant pour se réfugier à Palaiseau. Malheureusement, il ne profite pas longtemps de cette intimité retrouvée. Alexandre Monceau a contracté la tuberculose. Non. Depuis plusieurs années, sa fin est proche. Jusqu'au bout, George Sand soigne et veille Alexandre, son dernier bien-aimé. Il meurt à 6h du matin, 1865 à Palaiseau, après avoir murmuré quelques mots. Manceau est inhumé civilement dans le cimetière de l'église Saint-Martin en présence d'une centaine d'ouvriers venus lui rendre un dernier hommage. Maurice a fait le voyage et soutient sa mère, mais Solange est absente. Quant à la mère d'Alexandre, elle ne s'est pas déplacée parce que son fils ne s'est pas confessé. Ah ouais. C'est chaud quand même. En 1876, George Sand se réinstalle définitivement à Nohant et choisit pour chambre celle qu'occupait Manceau. Elle vend la maison de Palaiseau, ok. Jusqu'au bout, le sort se sera acharné sur l'infortuné graveur. En 1866, le cimetière de Palaiseau est déplacé, la tombe d'Alexandre Manceau est détruite. Ah oui, d'accord. Très bien. Les dernières années. Pour se tirer d'embarras financiers, George Sand se contraint à écrire pour le théâtre. À Nohant, il lui arrive même d'exercer les fonctions de médecin de village ayant étudié avec son premier précepteur, le docteur Deschartres, l'anatomie et les remèdes à base de plantes. Elle rend souvent visite à son voisin et grand ami Charles Duvernay. Elle voyage aussi beaucoup en France et à l'étranger. Elle rencontre pour la première fois Gustave Flaubert, ça y est, encore, ça fait beaucoup là. Gustave Flaubert, son cadet de 17 ans. Mais c'est seulement en 1863 qu'ils font connaissance lors d'un célèbre dîner littéraire. George Sand est la seule femme admise à ces fameux repas, au cours desquels elle retrouve Théophile Gautier, les frères Jules, Edmond Goncourt, Ernest Renan, Hippolyte Taine et Alexandre Dumas fils et Charles-Augustin Sainte-Beuve, qui les présentèrent l'un à l'autre. Leur correspondance assidue débute cette même année. Une formidable amitié s'établit entre les auteurs de Consuelo et de Madame Bovary. Un attachement indéfectible qui prend naissance à la fin de l'année précédente, date à laquelle est publié le roman historique Salammbô de Flaubert. George Sand fustige les critiques de ses confrères, dont Sainte-Beuve, en prenant la défense de l'écrivain normand par un article enthousiaste sur 3 colonnes. Et
J'aime qu'un écrivain, lorsqu'il n'est pas forcé par les circonstances ou entraîné par son activité à produire sans relâche, mette des années à faire une étude approfondie d'un sujet difficile. Ok, donc elle défend son pote. Flaubert, très touché par cette prise de position, la remercie vivement et George Sand lui écrit en retour, l'invitant à venir la voir. Elle refuse la Légion d'honneur, mais la gote, et répond avec humour au ministre Scholz suivant qui lui propose la décoration. Ne faites pas cela, cher ami, non, ne faites pas cela, je vous en prie, vous me rendriez ridicule. Vrai, me voyez-vous avec un ruban rouge sur l'estomac? J'aurais l'air d'une vieille cantinière. Ironiquement, son ancien époux Casimir du Devant se l'avait refusé alors qu'il l'avait demandé 4 ans plus tôt, par une lettre écrite à l'empereur Napoléon III. Ah, chais. George Sand continue d'écrire 1 à 2 romans par an mais commence à souffrir de douleurs abdominales. Au mois d'avril, son mal est pire, mais elle n'en parle encore à personne. Elle écrit à son médecin: je me demande où je vais, s'il ne faut pas s'attendre à un départ subit un de ces matins. J'aimerais mieux le savoir tout de suite que d'en avoir la surprise. La souffrance est difficilement supportable. La famille se rend au domaine, d'accord. Ah, sa fille est de retour. Donc là, tout le monde est là. George Sand est alité, les médecins se succèdent à son chevet. Leurs soins soulagent la douleur, mais de manière ponctuelle. George Sand a conscience que la fin est proche. Elle fait venir auprès d'elle ses 2 petites filles, Aurore et Gabrielle. Les symptômes s'aggravent. Les fidèles sont présents. Le 16 juin, George Sand est toujours lucide et demande une dernière fois ses petites filles pour les embrasser. Le soir de cette même juin, elle murmure à Solange qui lui prodigue les soins et à sa belle-fille: adieu, adieu, je vais mourir. Le 8 juin, vers 6h du matin, elle cherche du regard la lumière. Solange positionne alors le lit de sa mère vers la fenêtre. George Sand a encore la force de prononcer quelques mots et perd connaissance. Son inconnue dure près de 4 heures. Elle meurt d'une occlusion intestinale. Ok. Dans sa 72e année et son décès est constaté à 10h du matin. Très bien, très bien. Ok. Ok. Et ben on aura fait... Bref, depuis combien de temps là? Je ne vois même pas... Je n'ai pas vu le temps passer avec toutes ces choses. Je dirais 1h20. 1h30, 1h30. 1h30. Mais en même temps, c'était nécessaire pour ça. Ok. Ok, ok. Il nous reste le physique. Et ensuite, on pourra la classer auprès de ses confrères et consoeurs. George Sand. Oh, elle a la classe. Elle pète la classe. Je me base sur cette photo parce qu'elle me plaît plus que celle que j'avais. Mais... oui, forcément que quand t'as 60 ans, bah t'es moins BG quoi. Mais là... Écoutez... George Sand, c'est top. C'est good. C'est grotesque. Y a même pas besoin de débattre en fait. Elle était engagée politiquement. Elle a le bonus de vie rocambolesque, mais genre 10 fois quoi. Genre elle a fait la vie la plus rocambolesque ever. Son style d'écriture est assez... Enfin, il est même très bien, j'allais dire assez ok. Non, il est très bien. Elle est based, elle a défendu la République et tout ça. Elle a défendu le fait que les femmes devaient être plus libres. Voilà, hein, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Hein. George Sand, elle est grotesque. Et c'est tout.